Mesdames et messieurs, bonjour. Voici la troisième conférence d'aujourd'hui. Nous allons regarder l'évaluation des programmes d'APD. Dans la deuxième partie, j'avais parlé de l'élaboration de la politique basée sur les preuves, c'est-à-dire pour élaborer une bonne politique. Il est nécessaire de se baser sur les preuves éprouvées. Cela s'appelle l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, EBPM. Les preuves sont nécessaires pour une élaboration de la politique. L'évaluation du programme ou de la politique correspond aux activités d'établir les preuves. Pour élaborer le programme d'APD, il faut accumuler les épreuves sur les éléments divers pour voir si certains moyens politiques sont efficaces ou si d'autres sont inefficaces. Pour accumuler les preuves, il faut d'abord les élaborer. Donc, le processus d'élaboration peut être considéré comme l'évaluation du projet. Et pour cela, il faut une évaluation effectuée avec une méthodologie totalement fiable. Et on appelle cela l'évaluation rigoureuse. Comme il s'agit d'une évaluation utilisant une méthodologie scientifiquement stricte, on appelle cela l'évaluation rigoureuse. Mais en réalité, cela est une méthode difficile à réaliser. Comme il est difficile à réaliser une évaluation rigoureuse, la tendance est de ne pas effectuer cette méthode. Mais en réalité, il est important que le gouvernement effectue soigneusement cette méthode pour vérifier les preuves et ensuite élabore une politique. Donc, dans cette partie de conférence, on va regarder les tâches à accomplir afin d'instaurer l'évaluation rigoureuse comme un système du pays. Alors, je vais vous parler tout d'abord de l'évaluation rigoureuse nécessaire pour l'EBPM. Le Comité de l'aide au développement de l'OCDE, qui regroupe les pays donateurs, a défini ce qui est l'évaluation. Selon le comité, une évaluation est une appréciation aussi systématique et objective que possible. C'est-à-dire, l'évaluation est un élément systématique et objectif. Ici, on ne parle pas spécifiquement scientifique, mais l'expression systématique et objectif veut dire également scientifique. C'est pourquoi on parle des activités scientifiques. Ensuite, ce que nous évaluons, ce sont les projets, programmes et politiques. On a déjà parlé de tout cela. Ensuite, il y a le design, la mise en œuvre du projet, du programme ou de la politique. On doit regarder le résultat. Le résultat est de voir si le projet a atteint son objectif. Ensuite, la mise en œuvre correspond à une évaluation de la réalisation du projet. Ici, ce qu'on appelle le design, il s'agit de la théorie qui devient la base de la politique. On a parlé pendant la deuxième conférence des théories d'une politique ou d'un programme. Quand on parle de l'évaluation d'une politique ou d'un programme, c'est ce qu'on va examiner si la théorie a bien fonctionné et a enchaîné le résultat que l'on a souhaité. Ensuite, on a 5 critères d'évaluation du comité d'aide public au développement de l'OCDE, à savoir la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'impact et la durabilité. Ensuite, une fois l'évaluation est terminée, on va apprendre les leçons. Ces leçons vont être utilisées lors d'une prise de décision. Quand on dit l'utilisation du résultat, c'est de voir si la théorie fonctionne bien et si ce n'est pas le cas, on va creuser la cause du dysfonctionnement et ce pour élaborer une politique meilleure. Donc, l'objectif de l'évaluation est d'améliorer les décisions politiques, rendant une politique plus réussie. En tout cas, on va essayer d'utiliser les informations ou le résultat d'analyse pour améliorer le processus d'élaboration de politiques ou de programmes. Le gouvernement américain est le plus compétent au monde en la matière. Comme je vous ai dit, les États-Unis ont la réputation renommée dans le domaine d'évaluation de programmes. Le travail d'évaluation est chargé par le Bureau de la gestion et du budget OMB sous tutelle de la Maison-Blanche. Le gouvernement américain a dit qu'il faut procéder à une évaluation rigoureuse. Le but de l'évaluation rigoureuse est de constituer des preuves pour l'élaboration des programmes, des réglementations et des politiques. Autrement dit, l'évaluation est réalisée pour accumuler et constituer les preuves. Quand on parle de preuves, ce sont les éléments prouvant le bon fonctionnement des théories constituant un fondement de politique, comme je vous expliquais dans la deuxième partie de notre conférence. Ensuite, il a également dit « L'évaluation de programme est un processus de constitution de preuves permettant de trouver des réponses aux questions clés sur l'efficacité et l'efficience des programmes auxquels il est impossible de répondre à travers la mesure et le suivi de la performance, l'analyse des politiques, les statistiques. » Autrement dit, il est impossible de remplacer l'évaluation par le suivi de la performance, l'analyse, les statistiques.
Dans beaucoup de cas, on confond l'évaluation par le suivi de la performance, l'analyse des politiques, des statistiques. L'évaluation est un travail beaucoup plus sophistiqué et systématique ou scientifique que ces derniers. Donc, c'est un travail très difficile à effectuer. Ensuite, seules les informations obtenues par l'évaluation du programme peuvent être employées comme les preuves pour améliorer la politique ou prendre une décision politique. Comme je vous ai dit, il existe 5 différents critères d'évaluation préconisés par le Comité de l'aide publique au développement de l'OCDE. Le plus important des 5 est l'impact. En fait, le sens de l'impact expliqué par le comité d'OCDE et celui expliqué par les savants est un peu différent. Pour les savants, l'impact est concerné par la définition 2.4.5 des éléments du comité d'aide publique au développement de l'OCDE. On appelle cela l'impact de relation cause à effet. Et c'est l'élément le plus important lors de l'évaluation. Je vous ai brièvement montré la théorie du programme pendant la deuxième conférence. L'impact consiste à vérifier si la flèche de la relation cause à effet reliant la sortie, output, fournie par le programme à l'effet attendu, outcome, représentant l'atteinte de l'objectif, et ce sur le plan de la théorie du programme. On sait maintenant ce que c'est l'impact. Le problème, c'est très difficile de le vérifier. Pourquoi ? Parce que l'impact n'est pas visible. Par exemple, imaginons que nous avons effectué un programme de formation professionnelle pour un pays en voie de développement. Imaginons que l'on a fait la formation dans les régions A et B d'un pays. Dans la région A, 85% des participants ont trouvé un travail et dans la région B, 62% des participants ont trouvé un travail. Dans la région A, 850 personnes sur 1000 ont été embauchées et dans la région B, 620 sur 1000 ont été embauchées. Vous pouvez dire que le chiffre est meilleur pour la région A, donc la formation était meilleure pour la région A. Ainsi, on peut penser que le A a fait une meilleure formation, mais cette idée est bien fausse. Pourquoi l'impact de cette formation n'est pas caractérisé par un ou des chiffres ? Si l'on dit que 850 sur 1000 ont trouvé un travail, et si ces 850 ont été tous participants de la formation, on est d'accord sur le fait que c'est bien l'impact. Mais en réalité, il existe des gens qui ont trouvé un travail sans avoir participé à la formation. Alors il faut compter les gens qui ont trouvé un travail après avoir participé à la formation et exclure les autres qui ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire il faut estimer le chiffre d'emploi que l'on pourrait enregistrer sans la formation. Or, on ne peut pas connaître ces chiffres dans une situation générale. Seule une recherche scientifique nous permettra de connaître ces chiffres dans le cas contraire. Il est impossible d'en savoir. Disons que l'on a mobilisé une méthode scientifique et a découvert le chiffre. On peut s'apercevoir que dans la région A, 800 personnes peuvent trouver un travail sans même la formation. Or, dans la région B, le nombre des gens qui peuvent trouver un travail sans la formation est de 470 personnes sur 1000, et le reste des 150 personnes n'auraient pas été capables d'en trouver sans la formation. Si l'on compare la différence entre les deux chiffres, on peut en déduire que dans la région A, le taux d'augmentation de l'emploi est de 5%. En revanche, dans la région B, le taux d'augmentation s'élève à 15%. Donc, l'évolution en raison de la formation est plus grande dans la région B que dans la région A. Par conséquent, on peut dire que la formation effectuée dans la région B était plus efficace. Quand on pense à l'impact, il ne faut pas regarder 85%, mais il faut regarder le chiffre de 5%. Ces 5% sont le chiffre affichant l'impact réel. Donc, pour estimer l'impact, il faut comparer deux résultats, autrement dit, avec l'APD et sans l'APD. Ensuite, il faut comparer la différence entre les deux résultats. Le problème, sans la mobilisation d'une ou plusieurs méthodes scientifiques, on ne peut pas savoir quel serait le résultat sans le projet d'APD. D'où la nécessité de mobiliser une méthode scientifique sophistiquée. Si l'on regarde ici, on a une figure simplifiée du dessin du programme de théorie que je vous ai montré. Je vous ai dit que la flèche représente l'impact. Le résultat, suite au projet de l'APD, s'appelle le outcome. Et le résultat estimatif sans le projet de l'APD s'appelle en anglais counterfactual outcome, autrement dit, le résultat contrefactuel. La différence entre ces deux estimations est l'effet du projet, autrement dit l'impact. Pour voir si l'impact a été réellement produit, on peut tester la théorie de la politique et le résultat va être la preuve de la politique. Il faut l'impact pour disposer les preuves représentant la haute possibilité de réussite du projet. Élaborer une politique à base des preuves veut dire aussi vérifier l'impact à travers l'évaluation du projet ou du programme.
Le seul moyen de vérifier l'impact de manière scientifique et objective est d'employer ce qu'on appelle évaluation expérimentale randomisée. C'est le moyen unique permettant d'estimer l'impact parmi les moyens développés par les savants. Comme c'est le moyen très important, il existe certains savants ayant été lauréats du prix Nobel de l'économie depuis ces 2 ou 3 dernières années. On peut savoir donc que ce moyen est une méthodologie très importante à point de décerner un prix Nobel de l'économie. Regardons cette méthodologie de plus près. On fait un tirage au sort totalement au hasard pour faire 2 groupes. Si l'on emploie cette méthode, on peut faire 2 groupes très similaires. Sur ces 2 groupes similaires, on va mettre en œuvre le projet uniquement pour un seul groupe et laisser l'autre groupe sans projet. Ensuite, on regarde l'évolution de ces 2 groupes après un certain temps. Et la différence de ces 2 groupes va être considérée comme l'effet de la politique. L'évaluation expérimentale randomisée est la méthode unique rendant possible la vérification de l'impact. Cette méthode dispose d'une histoire de plus de 300 ans dans le domaine de la biologie et de la médecine. Or, elle s'applique pour la première fois au domaine de la politique. C'est en 1968 que l'on a essayé de l'appliquer dans le domaine de la politique pour la première fois. En 1968, l'État de New Jersey a fait un test sur une politique gouvernementale correspondant à ce qu'on appelle le revenu de base. Ensuite, les États-Unis ont effectué plusieurs tests et de manière répétitive pour se rendre compte que ce genre de politique concernant le revenu de base pour tous entraîne des effets secondaires sérieux. Donc, ils ont eu la conscience de ne pas devoir élaborer la politique concernant ce thème grâce aux leçons qu'ils ont tirées. Il s'agissait d'un premier test scientifique appliqué dans le domaine de la politique pour vérifier ce qui sera l'impact d'une politique éventuelle. Ce qui est important dans cette expérimentation, c'est que cela a permis d'empêcher préalablement l'élaboration d'une politique risquant de finir par un échec. Le travail de la prévention s'avère donc important. Ainsi, le gouvernement américain pouvait prévenir une mauvaise élaboration de la politique qui aurait pu finir par un grand échec. Grâce à cette expérience importante, le gouvernement américain pouvait continuellement estimer de manière efficace l'effet d'une éventuelle politique qu'il envisage. Et dans les années 1970 et 1980, on a donc contribué à faire ces expérimentations de politique. Et dans les années 1990, le gouvernement américain a mis en place d'un droit national pour obliger une évaluation de politique par les méthodes expérimentales dans tous les cas possibles. Ensuite, en passant des années 80 et 90 ou 2000, au moins aux États-Unis, l'évaluation de politique par l'expérimentation est devenue une exigence institutionnelle. Je vous ai dit au début de la 3e partie de la conférence que l'évaluation consiste à trouver les preuves démontrant l'efficacité d'une politique gouvernementale. Cette évaluation capable d'établir les preuves s'appelle une évaluation rigoureuse. Et la méthode de l'expérience randomisée est la seule méthode de l'évaluation faisant partie de l'évaluation rigoureuse. Autrement dit, la méthode de test par 2 groupes au hasard. Effectivement, on peut vérifier cela par de différents documents gouvernementaux des États-Unis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'on regarde la ligne directrice distribuée par le Bureau de Management et de Budget de la Maison-Blanche des États-Unis, on peut s'apercevoir qu'elle dit « Chaque organisme du gouvernement fédéral doit effectuer une évaluation rigoureuse et relevante afin d'utiliser les preuves nécessaires pour la décision des mesures politiques. » Ce que l'on appelle l'augmentation ou la diminution nette de la valeur de la variable de résultat signifie, comme je vous ai montré dans l'exemple que j'ai cité, la différence entre l'état sans le projet et l'état avec le projet. Et l'évaluation rigoureuse est le travail de mesurer cette différence. Cette méthode scientifique est d'autre que l'évaluation expérimentale randomisée et on peut voir dans de nombreux documents que c'est la méthode unique. Aux États-Unis, il y avait une cellule appelée Coalition pour les politiques basées sur des preuves. Et le gouvernement américain apporte un soutien à cette organisation non gouvernementale mise en place pour installer les bonnes habitudes d'élaboration de politiques basées sur les preuves. On peut voir que l'étude d'évaluation expérimentale randomisée menée de manière appropriée est largement reconnue comme la méthodologie la plus puissante pour l'évaluation de l'efficacité d'un programme. Ce critère est adopté en tant que critère de preuve politique par les institutions telles que la Fondation nationale pour la science NSF, le Bureau du budget du Congrès américain CBO, du Parlement américain.
La raison pour laquelle les établissements américains affirment la nécessité de réaliser l'évaluation expérimentale randomisée, c'est parce qu'elle a un atout de permettre d'estimer l'effet propre du projet en le séparant d'autres effets, et ce, contrairement à d'autres méthodes. C'est un élément déjà scientifiquement prouvé par de nombreux scientifiques. Je n'aurai pas le temps d'expliquer sur le contexte, mais en conséquence, les experts et savants des États-Unis ont trouvé un terrain d'entente en termes de la méthode stricte. Autrement dit, pour vérifier l'effet d'une politique, il faut absolument employer la méthode d'évaluation expérimentale rigoureuse. Si l'on regarde les lignes directrices publiées par l'Institut des scientifiques de l'éducation et la Fondation nationale pour la science des États-Unis, on peut savoir que l'efficacité d'un programme doit, en général et dans la mesure du possible, adopter une conception de l'évaluation expérimentale randomisée. Le rapport de l'Académie nationale des sciences des États-Unis mentionne comme suit: si les résultats de l'étude d'évaluation n'ont pas été évalués avec une conception expérimentale randomisée, ils ne doivent pas être interprétés comme décisifs, même si l'étude a été menée avec une conception d'évaluation de second choix. Si l'on effectue l'évaluation par une méthode qui n'est pas celle expérimentale, il faut toujours être conscient que cela peut être un échec. Donc, la réponse exacte provient uniquement de la méthode d'évaluation expérimentale. Donc, pour mettre en œuvre une évaluation fiable, dont le résultat peut être une preuve lors de l'élaboration d'une politique, il faut des recherches basées sur la méthode expérimentale randomisée. Et cela est également confirmé dans le rapport économique du président publié par la Maison-Blanche, rédigé pour le Parlement américain. Dans ce rapport, on peut voir que des méthodes rigoureuses et de qualité sont représentées par l'évaluation expérimentale randomisée. Et on doit effectuer une évaluation d'impact par ces méthodes pour savoir si l'objectif a été atteint. C'est ce qui est écrit dans le rapport de la Maison-Blanche. Autrement dit, seule l'évaluation expérimentale utilisant l'assignation aléatoire peut fournir des preuves décisives sur l'efficacité du programme. Cela est également affirmé par le rapport de la Maison-Blanche aux États-Unis. En résumé, il faut mettre en place une politique à partir d'une théorie bien prouvée et pour faire confiance à ces preuves, il faut un résultat d'évaluation effectué par la méthode scientifique, ce qu'on appelle la méthode expérimentale randomisée. Et la politique doit donc être élaborée à partir du résultat de cette méthode d'évaluation. Or, il n'existe pas beaucoup de pays dans le monde qui emploient cette méthode d'évaluation expérimentale randomisée à part les États-Unis, alors que c'est vraiment un moyen efficace pour évaluer un projet. Pourquoi ? On peut savoir pourquoi si l'on regarde comment on met en œuvre l'évaluation expérimentale randomisée. Comme on a expliqué dans certaines figures tout à l'heure, pour la mettre en œuvre, il faut diviser les gens faisant objet du projet en deux groupes purement au hasard et appliquer le projet seulement sur un groupe des deux. Ce qui veut dire, c'est qu'avant la mise en œuvre du projet, il faut déjà tout le plan sur l'évaluation. Ensuite, la division de deux groupes doit être effectuée avant d'appliquer le projet sur uniquement un seul groupe. Donc, le plan d'évaluation doit être déjà évalué avant la mise en œuvre du projet. Ensuite, il faut attendre très longtemps pour obtenir le résultat de l'évaluation. J'ai mis ici le temps nécessaire de manière brève, mais effectivement, il faut attendre de 5 à 15 ans pour obtenir le résultat de l'évaluation expérimentale randomisée. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peut attendre 5 ans ou 15 ans rien que pour obtenir le résultat de l'évaluation et pas non plus beaucoup de pays qui peuvent investir un budget colossal pour l'évaluation. C'est pourquoi qu'il est difficile d'utiliser cette méthode d'évaluation expérimentale randomisée. À vrai dire, la Corée n'est pas non plus un pays qui réalise correctement l'évaluation rigoureuse. C'est quasi impossible. Bien que la Corée est aujourd'hui devenue un pays développé, elle emploie les méthodes moins scientifiques et innovatrices pour élaborer ses politiques par rapport aux États-Unis. Donc, l'évaluation rigoureuse est aujourd'hui employée plutôt par les organisations internationales comme la Banque mondiale ou les organisations multilatérales incluant certains pays développés bailleurs de fonds. Donc, lorsqu'il y a une aide internationale en provenance d'une organisation internationale comme USAID, on peut voir le résultat de l'évaluation expérimentale randomisée. Même la Corée n'arrive pas toujours à appliquer cette méthode d'évaluation. La raison n'est pas seulement la complexité de la méthode.
Certes, l'évaluation est complexe, mais au-delà, il existe des éléments qui sont tous liés. J'ai fait une figure pour expliquer l'activité de l'évaluation. On va demander ici quelles sont les questions que l'on va se poser à travers l'évaluation et quelles sont les réponses que l'on obtient et quelles sont les méthodes que l'on va appliquer pour obtenir cette réponse. À part ces éléments qui doivent être installés de manière correcte, il est important d'équiper les éléments comme les données en tant qu'infrastructure, le budget ou les établissements d'évaluation ou les expertises en la matière. Ensuite, on doit désigner celui qui va demander l'évaluation et celui qui la réalisera et à qui l'on doit remettre le rapport concernant le résultat de l'évaluation. Autrement dit, il faut une gouvernance au sein du gouvernement qui doit être bien établie. Or, de nombreux pays développés, à part les États-Unis, n'ont pas encore réussi à répondre à toutes les questions méthodologiques sur l'activité de l'évaluation ou sur l'infrastructure ou la gouvernance de l'évaluation. C'est pour cela qu'il n'existe pas beaucoup de pays dans le monde qui savent utiliser correctement la méthode d'évaluation rigoureuse. Donc, la bonne combine, c'est d'emprunter les preuves déjà élaborées par les États ou organisations internationales capables d'appliquer la méthode d'évaluation rigoureuse. C'est un moyen efficace d'élaborer une bonne politique sans effectuer par soi-même l'évaluation rigoureuse. Et cela peut être une solution également pour la Corée. Il est recommandable donc pour les fonctionnaires tunisiens d'élaborer une politique en empruntant les preuves déjà élaborées par les États-Unis ou la Banque mondiale, c'est-à-dire en prenant les rapports de l'évaluation comme une référence. Cette diapositive explique à quel point la gouvernance américaine est bien établie et permet ainsi d'élaborer une politique de manière efficace. Aux États-Unis, chaque établissement de politique élabore des politiques gouvernementales. Ensuite, il existe les établissements de budget et de contrôle OMB qui contrôlent la mise en place des politiques et accordent les primes ou incentives. Et il existe le processus permettant aux établissements élaborateurs de politiques d'établir les preuves. Et on peut voir que tout cela est bien connecté et coordonné de manière bien idéale. La figure peut sembler un peu complexe, mais j'ai voulu expliquer la bonne gouvernance des États-Unis sur l'élaboration de politiques. Et ici, il y a un exemple. Disons qu'il y a une grande banque. Et il y a une cantine à l'intérieur de cette banque. Cette cantine accueille des employés de la banque. Or, comme le restaurant interne de la banque, on ne doit pas afficher les prix trop élevés non plus. Cependant, si on limite trop le prix, on risque de manger un plat peu ragoûtant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le prix de plat tout en restant bon? La première méthode, c'est que l'on va intervenir et effectuer l'inspection régulière pour maintenir le goût, mais on va de l'autre côté toujours limiter le prix. On peut donc employer cette première méthode pour approvisionner de bons plats aux employés, mais ce n'est pas une bonne méthode. Car il est également difficile pour la banque de faire une inspection surprise pour évaluer la cuisine. C'est-à-dire que la cantine peut cuisiner différemment par rapport à la journée de l'inspection et elle peut introduire les ingrédients alimentaires bon marché ou elle peut très bien dissimuler ses actes illégaux à l'égard de la banque. Alors, ce qui est bien comme méthode, c'est de faire une enquête de satisfaction auprès des employés de la banque qui utilisent ce restaurant avant le renouvellement du contrat. Autrement dit, lors du contrat, on peut dire qu'un an après le premier contrat, on va effectuer un sondage dont la note doit être au-dessus d'un seuil fixé pour renouveler le contrat. Dans ce cas, le restaurant va essayer de recevoir une bonne note lors de l'enquête de satisfaction. À savoir, innover la façon de cuisiner, contrôler le prix, car si le prix est trop élevé, il ne pourra pas recevoir une bonne note. Du coup, il va faire des recherches pour trouver un moyen de faire de bons plats sans augmenter trop le prix. Alors, le restaurant prend soin de faire de bons plats et un an après, l'enquête de satisfaction va montrer si le renouvellement sera possible. Et c'est une meilleure méthode par rapport à la première. Cette méthode de contrôle de la cantine à l'intérieur de la banque peut apporter le bonheur de tous. Cet exemple peut être également une leçon pour l'entité supérieure de contrôle du gouvernement. C'est-à-dire qu'elle peut employer la méthode que l'on vient de citer pour l'établissement élaborateur de politique. On peut dire que la banque, dans l'exemple, correspond à la Maison-Blanche ou au Parlement américain. Ensuite, la cantine peut correspondre à chaque ministère élaborant une politique gouvernementale. Les employés utilisant le restaurant peuvent être les citoyens. Et si l'on applique la méthode de contrôle utilisée par la banque auprès de son restaurant, le gouvernement peut contrôler les ministères pour qu'ils réforment leur politique pour obtenir la satisfaction du peuple.
Chaque ministère va innover sa politique par sa propre volonté afin d'atteindre l'objectif fixé avec la Maison-Blanche ou le Parlement américain. Ensuite, il procède à une évaluation également par sa propre volonté pour obtenir les preuves dans le processus d'innovation. Et voilà, c'est l'évaluation au sein du gouvernement américain. Dans le système de la régulation incitative, chaque ministère retrouve les preuves dans la motivation de vouloir innover ses politiques gouvernementales. Et pour trouver les preuves, chaque ministère applique une méthode très scientifique. Et cela est le facteur de réussite de l'évaluation du gouvernement américain. J'ai expliqué ce que je viens de dire ici dans cette diapositive. Au sein du gouvernement, on peut appeler la relation entre l'établissement de contrôle et l'établissement élaborateur de politique cible descendante, innovation ascendante, ce que l'on appelle top-down, lorsque l'entité supérieure de contrôle, comme la Maison-Blanche ou le Parlement américain, fixe un objectif à chaque direction du ministère concerné qui élabore la politique et gère le résultat. Par contre, l'effort innovateur pour atteindre l'objectif est mené par chaque ministère de manière volontaire. Le mécanisme du gouvernement américain est que l'on va faire en sorte que chaque ministère mène l'effort de l'innovation ascendante et qu'il utilise la méthode d'évaluation dans le processus d'apprentissage innovateur. Et ce serait idéal si tous les gouvernements du monde contrôlent leur direction de politique de cette manière. Ensuite, il existe encore un facteur de réussite d'utilisation meilleure de l'évaluation dans le but de bien établir une politique. Il s'agit de mettre en place de diverses infrastructures nécessaires pour l'évaluation. Il existe 4 types d'infrastructures. Tout d'abord, il y a les données, comme l'on a vu dans la figure de tout à l'heure. Ensuite, il y a le budget nécessaire pour l'évaluation, suivi du temps nécessaire pour l'évaluation. Il s'agit d'une contrainte temporelle concernant le délai dans lequel l'on doit obtenir le résultat d'évaluation. Dernièrement, il s'agit de l'expertise permettant de bien mener l'évaluation. Ce sont dans les 4 infrastructures nécessaires pour l'évaluation. Les États-Unis disposent de différents dispositifs institutionnels permettant de ne pas limiter ces infrastructures. Par exemple, même si on a envie de faire une évaluation scientifique, on ne peut pas le faire sans les données nous permettant de réaliser des analyses et mesures scientifiques. Les États-Unis ont déjà institutionnalisé à travers l'accès et le partage des données dont le gouvernement américain a besoin pour ses recherches afin de ne pas avoir la collision avec la loi relative à la protection des données personnelles. En 2018, le gouvernement fédéral des États-Unis a mis en place une loi sur la fondation pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves pour inciter les ministères du gouvernement américain à partager des données afin de mieux élaborer les politiques gouvernementales à base des preuves et de manière scientifique. Concernant le budget d'évaluation, la loi stipule également qu'il faut une réserve obligatoire du budget alloué pour le projet destiné à l'évaluation. Parfois, on désigne le pourcentage précis du budget total projet pour garantir la mise en œuvre de l'évaluation. Comme l'on a vu tout à l'heure, afin de réaliser une évaluation rigoureuse expérimentale, il faut beaucoup de temps. Mais dans beaucoup de cas, on ne peut pas attendre tout ce temps pour avoir le résultat d'évaluation. Donc, aux États-Unis, il existe une réglementation permettant la mise en œuvre de l'évaluation rigoureuse expérimentale scientifique si la politique éventuelle s'avère nécessaire pour la génération du futur, même si l'on n'a pas besoin de le faire pour l'instant pour régler le problème de politique actuel. L'idée est de réaliser le travail d'évaluation de manière préalable pour préparer l'avenir à travers un système permettant d'employer le résultat d'évaluation à tout moment et à chaque nécessité. Lorsque l'on doit exécuter le budget d'évaluation, on a assoupli le temps d'exécution sans être très strict afin de permettre de répondre de manière flexible à un éventuel changement de la situation pendant la durée de l'évaluation. Ensuite, afin d'assurer l'expertise de l'évaluation, le gouvernement américain a installé un bureau des sciences de l'évaluation en 2015 au sein du gouvernement fédéral. Ensuite, le Bureau des sciences de l'évaluation apporte un soutien aux établissements de chaque gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de l'évaluation volontaire. Et dans chaque ministère, on a nommé le directeur général de données qui sera responsable suprême des données ainsi que le personnel chargé d'évaluation et celui chargé de la statistique qui assistant le travail de directeur. J'ai expliqué ce qui est l'évaluation et si je le résume, pour mettre en place une bonne politique,
il faut que cette dernière doive être élaborée en se basant des preuves démontrées par une méthode d'évaluation rigoureuse et scientifique. Or, pour établir des preuves scientifiques, il y a plusieurs conditions préalables à satisfaire. Il faut d'abord réaliser une évaluation expérimentale rigoureuse, mais pour mettre en œuvre cette méthode d'évaluation, il faut toute une infrastructure composée des éléments divers. Il faut des données, la qualité d'expertise, les établissements spécialisés dans l'évaluation, sans oublier la gouvernance, ce qui n'est pas encore le cas pour la Corée non plus. Et ce sera encore très difficile pour un pays en voie de développement de satisfaire toutes ces conditions. On peut considérer donc cela comme un objectif à long terme. Pour terminer, je pourrais dire qu'en attendant d'atteindre cet objectif à long terme, on pourrait emprunter les preuves scientifiques déjà élaborées et prouvées par les États-Unis à la Banque mondiale pour les prendre comme une référence dans l'élaboration de politiques gouvernementales. Je vous remercie de votre attention particulière. Merci.